La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur votre plateau du TVR BPGO Business Club. Vous le savez, l'économie décryptée par ceux qui la font et nous sommes très heureux avec l'équipe de chroniqueurs de la semaine. Je vais vous les présenter dans un petit instant, d'accueillir le fondateur de Openfly, Charles Kabilic. Charles Kabilic, bonjour. Bonjour. Grand merci d'avoir accepté cette invitation. On est très impatients de vous entendre à la fois sur votre activité. Il s'agit d'Openfly, qui est le premier portail de location d'avions privés en France, mais également en Europe. Et puis au-delà de votre activité, on a envie aussi de tout savoir sur votre actualité, parce que l'activité, on la connaît, votre actualité, elle est importante. Vous avez passé la commande de 50 avions biplaces électriques via cette toute jeune structure, Green Aerolease. Donc merci en tout cas d'être avec nous, parce que l'aviation est en difficulté aujourd'hui, mais au-delà de la Covid qui va s'arrêter, il faut bien le dire un jour, l'aviation reprendra, mais avec quelle intensité et quel mode ? L'électrique, on sait que c'est très vertueux. Vous allez tout nous dire dans un instant avec nos chroniqueurs du jour. Benoît Caron, bonjour Benoît. Bonjour, directeur Stéphane. Des grandes entreprises à la BPGO, la Banque Populaire Grand Ouest. Bâtonnier Hélène Ledic-Baron, bonjour Hélène. Bonjour Stéphane. Membre national du Conseil des barreaux et Jocelyn Denis, bonjour Jocelyn. Bonjour Stéphane. Le président de Digitaléo. Un mot sur l'aviation. J'ai cru en lisant votre biographie que tout petit, et ça va peut-être nous amener à une actualité que l'on a pu vivre avec des images magnifiques, l'arrivée sur Mars de ce petit robot. Vous souhaitiez tout petit être astronaute ? Alors ça m'a toujours attiré. Tout ce qui était volé, la troisième dimension m'attirait énormément, et tout particulièrement l'espace. Donc j'étais passionné de ça. Et malheureusement ou heureusement, d'ailleurs, j'ai découvert le digital assez jeune. Et puis j'ai eu d'autres passions, et l'avion n'est revenu que bien plus tard. Ce que vous dites aussi, vous êtes un geek, et on le verra dans votre parcours. Mais l'aviation, en fin de compte, peut-être pas comme Pasquier dans les étoiles, mais en tout cas dans les airs, parce que l'aviation, vous êtes pilote. Alors je suis pilote grâce à ma femme qui m'a offert pour mes 40 ans un petit baptême, alors, chose qu'il ne faut jamais faire, hein. Un baptême, quelques heures de vol. Et puis je me suis passionné, j'ai découvert ce milieu-là, je me suis acheté un petit avion, et puis c'est parti. Et c'est parti. La première question vous sera posée par Benoît Caron, directeur des grandes entreprises à la BPGO. Benoît. Bonjour Charles. Ma première question elle va être très simple. C'est pourquoi avoir acheté 50 avions électriques alors qu'on imagine que pour traverser la France, c'est peut-être pas forcément le moyen aujourd'hui le plus aisé et le plus fiable. Alors 50 avions électriques, déjà, c'est pas pour traverser la France, c'est pour former des pilotes. L'idée, c'est simplement de montrer que l'aviation propre, ça existe, et c'est aujourd'hui. Avant qu'on voit un Airbus voler à l'électrique ou à l'hydrogène, on sait que c'est 2035-2040, c'est très loin, alors que l'aviation légère est en train de faire sa révolution. Ça a commencé déjà il y a une dizaine d'années. On avait des planeurs électriques arrivés il y a 7-8 ans. Et là, l'Europe est le premier continent à avoir certifié un avion électrique. C'était en juin dernier. Et ce qu'on s'est dit, c'est le moment de décarboner cette aviation, de proposer aux aéroclubs, aux écoles de formation de faire le premier pas. Elles n'ont pas forcément les moyens d'acheter elles-mêmes ces avions-là ou de prendre le risque technologique. Donc nous, ce qu'on a fait, on a précommandé 50 avions pour les flécher vers la France. C'est la moitié de la production du constructeur, hein, pour être clair. Donc ça va permettre à la France de prendre une avance technologique. Et on va les louer, clé en main, assurés, maintenus aux aéroclubs et aux écoles. Et donc c'est plug and play, quoi. Elle achète comme une télévision, elle le branche et puis c'est parti. Hélène Ledic-Baron, bâtonnier, membre national du Conseil des barreaux. Votre première expérience professionnelle, c'est la création de jeux vidéo à l'âge de 14 ans. Aujourd'hui, vous vous projetez, et depuis quelques années, sur le monde de l'aviation. Donc, il y a toujours cette corrélation entre le business et la passion. Est-ce qu'on est meilleur dans le business quand on allie le business et la passion ? Certainement. Alors moi, je suis convaincu que, d'abord, je fais toujours les choses par passion. Et le business est la conséquence de ça. Je pense qu'on gagne de l'argent parce qu'on fait des choses bien.
Et on ne gagne pas de l'argent parce qu'on a envie d'en gagner. Et donc, du coup, la passion, moi, c'était le digital. À 14 ans, j'ai commencé à développer des jeux vidéo dans le dos de mes parents parce que ça me passionnait. Je voulais voir comment ça marchait. J'ai gagné un peu d'argent, c'était très bien. Je voulais arrêter, je voulais créer mes boîtes à cette époque-là. Mon père m'a dit, tu vas d'abord faire des études et puis on verra après. Et puis après, je suis reparti dans le monde du conseil, après dans la banque, après dans l'investissement, dans le digital, et maintenant dans l'aviation également. Mais à chaque fois, c'est toujours des histoires de passion, des histoires de rencontres, des personnes clés qui ont jalonné des parcours. Et ça, l'idée, par exemple, d'OpenFly, elle est venue en échangeant avec des pilotes qui étaient mes propres instructeurs. Donc, c'est en mélangeant entre guillemets, des expériences, des profils et en facilitant des rencontres que ça fonctionne le mieux. Un autre geek aussi passionné de digital, mais aussi d'aviation, j'ai cru comprendre, Jocelyn Denis, le président de Digitaléo. Alors, est-ce que tu peux nous parler d'un vol en avion électrique? C'est quoi les sensations? Et puis, comment tu vois l'évolution dans ces prochaines années? À quelle vitesse ça va aller? À quel moment ça va venir chambouler nos vies? Parce que là, j'ai compris que c'était pour les écoles. Mais est-ce que ça va venir très vite dans nos vies au quotidien? C'est vrai, l'avion Pipistrel Vélis Electro là, qui va être mis dans les aéroclubs, c'est pas un avion de transport. Ça permet de former les pilotes, ça permet de faire des tours de piste et de les initier. Par contre, à horizon 2 ans, 3 ans, on a des fleurons qui sont en train d'arriver. Il y en a même un qui est royanais, c'est le Volta Aero, qui est en train de créer un avion hybride électrique thermique. Avion 4, 6, 10 places qui seront sur le marché en 2023, 2024 et 2025. C'est demain. Donc concrètement, ça va changer quoi pour nos vies? Voyager déjà sans bruit. Parce qu'un avion électrique, c'est 3 fois moins bruyant qu'un avion thermique. Donc, pour les riverains de tous les aérodromes, c'est pas anodin. Il y a quand même 400 aérodromes en France. On ne s'en rend pas compte, mais il y a un aérodrome à moins de 36 km de chaque Français. Donc, comme moyen de désenclavement, c'est fabuleux. Deuxième chose, c'est les côtés écologiques. Pas d'émissions de CO2 en local, pas non plus de particules particulières. Et pour les avions hybrides, en fait, ils peuvent avoir 2 à 3 heures d'autonomie électrique. Et après, le reste, s'ils veulent aller plus loin, ils vont avoir un moteur thermique pour allonger le range. Donc ça, c'est une vraie révolution parce que, quelque part, on se dit, c'est peut-être l'opportunité pour nos territoires d'avoir enfin une solution de désenclavement de proximité. On a un vrai enjeu de continuité économique entre territoires. Quand on voit que les lignes s'arrêtent toutes les unes derrière les autres, Quimper-Paris, on sait bien que c'est en sursis. Brest-Paris, l'intensité est en train de baisser énormément. Rennes-Paris, c'est terminé. Mais à la limite, c'est pas très grave, il y a le TGV. Mais pour toutes les autres transversales, pour tous les déplacements en Europe, il y a une opportunité incroyable. Et pour garder nos entreprises dans nos régions et nos centres de décision dans nos régions. La durée de vol aujourd'hui avec vos 50 appareils, c'est combien? Aujourd'hui, c'est 1 heure. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la progression des batteries est extrêmement rapide. Là. On va vivre des révolutions très très fortes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne sait pas trop si l'hydrogène aura le temps de s'installer avant que les batteries aient fait des progrès importants. Aujourd'hui, c'est 1 heure d'autonomie sur ce petit avion. Un cours de pilotage, c'est 34 minutes, entre 34 et 36 minutes. Donc, finalement, c'est tranquille. Le temps de recharge, aujourd'hui, c'est à peu près 50% du temps de vol. Donc, c'est 15-20 minutes. Très rapide. C'est très rapide. À horizon 6 mois, on divise encore par 2. On va être à même pas 10 minutes de recharge. Donc, 6 mois, c'est très rapide. Et la batterie, c'est inconsommable. En fait, dans un véhicule électrique, la batterie, il faut le considérer comme du carburant qui se recycle, qui resserre à autre chose. Une batterie usagée, je ne sais pas si vous le savez, mais elles sont réutilisées pour les éoliennes. Ça sert à restocker de l'énergie en pic. Ça a une autre vie, quoi. Ça a une autre vie. Et après, elles sont recyclées, retravaillées et refont des batteries. Donc ça va très vite. Et à horizon 4 ans, on va avoir des batteries solides. Et là, c'est une vraie révolution parce que c'est des batteries qui ne craignent plus le feu, qui ne craignent pas la température et qui vont avoir une densité entre 5 et 10 fois supérieure à aujourd'hui. C'est-à-dire que vous pourriez avoir 10 heures d'autonomie sur le même avion qu'on achète aujourd'hui. Ça change tout. C'est vrai que Tesla dit qu'ils auront des voitures à plus de 1000 km d'autonomie. Mais là, il n'y a plus de place pour les autres carburants. Ça n'a plus aucun intérêt d'avoir un véhicule hybride après. Bien sûr. Alors, chaque fabrique brestois, vous avez vos locaux juste à côté de l'aéroport de Brest-Bretagne. Vous l'avez dit, parce qu'on va s'intéresser un peu à OpenFly. Vous êtes un peu un visionnaire. Vous avez bien constaté qu'il y avait 400 terrains
vraiment très, très rapprochés sur le territoire national, beaucoup de compagnies aériennes, des avions, des pilotes, et vous avez souhaité faire un véritable trait d'union, une passerelle, un pont aérien entre les entreprises, les compagnies aériennes, les terrains également d'aviation ou les aéroports. Et OpenFly est arrivé pour proposer des vols privés en France, en Europe. Alors je donne les chiffres, il y a 207 aéronefs référencés sur votre plateforme, 623 pilotes. Il y a de quoi faire, 21 compagnies, 8500 inscrits et près de 2000 vols déjà réalisés par les membres d'OpenFly sur 120 villes desservies. C'est quelque chose, lorsque l'on est passionné d'aviation, qui doit vraiment vous combler. Alors ça me comble, et puis surtout je me dis, on réussit, toutes les planètes sont alignées. On avait des pilotes qui ont du mal à trouver du travail, on a des avions qui ne volent pas, des petits avions qui sont dans des hangars, en moyenne ils font 50 heures de vol par an. On a des terrains d'aviation qui sont souvent administrés par les collectivités locales qui ne trouvent plus le modèle économique pour tenir leur terrain en local. Et là, on se dit, on a un moyen de fédérer tous ces gens-là avec des entreprises pour désenclaver les territoires. Je trouve qu'on raconte une histoire qui se concrétise et qui permet, à mon avis, de réussir ce que le Covid est en train de nous amener, c'est-à-dire la volonté de revivre là où on est bien, c'est-à-dire dans des villes de proximité, des villes à taille humaine, et de développer son activité dans ces villes-là, avec ses enfants à l'école, et pouvoir créer des vraies entreprises qui se développent, des vrais ETI, et avec une mobilité finalement aussi facile, voire plus facile, que quand on est à Paris ou ailleurs. Benoît. Dans la lignée de ce que vous évoquez, quelle est la stratégie que vous mettez en œuvre pour développer le nombre de vos adhérents, votre communauté de clients qui souhaitent voler sur vos avions? Parce que ça va être ça la clé du développement de votre entreprise. Comment vous y prenez? Alors aujourd'hui, c'est beaucoup de bouche à oreille, c'est de la prescription, c'est aussi des réseaux sociaux, c'est de la communication. OpenFly est une marque récente, on se dit qu'à 1 an et demi en tant que marque OpenFly, donc ça a été très vite et ça continue à s'accélérer. Et avec le Covid, ça n'a fait qu'encenser l'intérêt du dispositif. Et on voit que, alors que le milieu de l'aérien tourne à 20-30% de son niveau d'activité d'avant, nous, on est en croissance continue et on fait notre meilleur mois le mois dernier et chaque mois meilleur que le précédent. Donc ça, c'est plutôt très encourageant, ça montre qu'il y a de l'intérêt. Le vrai frein aujourd'hui, c'est le changement. C'est pas tellement de savoir que ça existe, c'est comment on fait pour que les gens aient un réflexe d'usage non culpabilisant, de se dire je prends un avion privé, mais c'est pas un jet, c'est un avion privé à hélice, c'est un avion abordable, mais dans la tête des gens, c'est pas encore un réflexe. Donc faut instaurer ce réflexe. Sauf pour les joueurs de foot. Voilà, bien sûr. Alors c'est pas les mêmes types d'avions. Qui adorent se photographier à bord en famille. Exactement. Mais faut avouer que une fois que les gens ont goûté, ça devient les meilleurs prescripteurs. C'est comme quand vous avez goûté à une voiture électrique. Avant d'y aller, les gens sont dubitatifs. Moi, je me souviens, il y a quelques années, quand j'ai acheté ma première voiture électrique, j'avais des gens qui me disaient ah ouais, mais ça fait pas de bruit, on peut pas accélérer, on n'entend plus le moteur, etc. Moi, je connais personne qui a une voiture électrique qui s'en plaint. Voilà, c'est pareil. Un avion privé, il y a un peu d'appréhension au départ. Il y a des gens qui ont peur de l'avion, des gens qui ont peur de l'image. Mais globalement, c'est une expérience incroyable. Et vous pouvez faire un nombre de rendez-vous dans une journée qui est au moins 2 fois supérieur à la moyenne. Et pour tout déplacement de plus de 200 km, moi, je considère que c'est le meilleur moyen de locomotion. Et à terme, ce sera le moyen le plus écologique. Parce que si on se projette un peu, là, on se dit à 3 ans, on a des avions hybrides et électriques. C'est quoi l'infrastructure dont on a besoin? Des petits bouts de ruban de route qui font 600 mètres. Pas très cher par rapport à une route, par rapport à du TGV. À horizon 6-7 ans, on aura ce qu'on appelle des vertical take-off landing. C'est-à-dire des avions qui décollent vertical. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus besoin du ruban. Les gens vont se poser sur un bout de parking, vous partirez comme un hélicoptère et vous partirez à l'horizontale. Ça, il y a 40 projets comme ça au monde aujourd'hui qui sont en train de sortir. Ils voulaient le faire au JO comme première expérience. Donc, on va vivre une révolution dans cette aviation légère qui est juste géniale. Et en fait, l'aérien gros porteur est mort. Il est mort pour le court courrier, le moyen courrier. Il va réussir à survivre sur les grandes distances. Et pour tout le reste, il y a une vraie révolution qui est en marche et qui est passionnante. On est en pleine mutation. Hélène.
Et justement, comment est-ce qu'on démocratise également? Parce qu'on se dit, ces vols privés, ce n'est pas forcément à la portée de tous, du petit chef d'entreprise. Est-ce que justement l'électricité demain est un moyen aussi de démocratiser le... Alors, sûrement. Alors, aujourd'hui, déjà, c'est accessible. Vous pouvez avoir des heures de vol entre 400 et 800 euros de l'heure de vol pour 4 passagers. Donc, ça veut dire que concrètement, si vous êtes 2 ou 3 à partir, globalement, c'est accessible à n'importe quel PME. Mais avec l'électrique, on sait qu'on va réduire entre 30 et 40% le coût d'exploitation des avions. Et ceux qui ont des voitures électriques, ils le savent. Hein. Vous n'avez pas au garage, très peu de maintenance, il n'y a pas de carburant. L'autonomie des batteries est en train d'exploser en termes de nombre de cycles. Donc on va avoir des durées de vie probablement de toute la vie de l'aéronef d'ici quelques années. Donc on aura un coût d'exploitation beaucoup plus faible qui rendra encore plus accessible le système à tout le monde, et y compris aux particuliers. Une nouvelle question pour Charles Kabilik, le fondateur d'OpenFly, qui est notre grand témoin cette semaine dans votre TVR BPGO Business Club. Nouvelle question avec vous, Jocelyn. Alors, merci de partager cette vision. Tu as une vraie vision sur l'avenir du transport aérien et c'est assez bluffant. Après une vie dans le digital, une vie dans le transport et on voit que tout va se transformer et ça va devenir accessible. Est-ce que finalement tout ça, toutes ces actions, cet entrepreneuriat que tu portes, cette passion, c'est au service du Finistère? Parce que je sais que tu es très impliqué sur le développement du Finistère. Est-ce que c'est pour toi un moyen... Tout commence en Finistère, c'est le slogan, non? Tu peux nous parler de ta relation avec le Finistère justement et pourquoi tu fais tout ça au service du Finistère aussi? En fait, c'est marrant parce que mon sentiment d'appartenance, d'être breton, il est venu tardivement. En fait, quand j'étais... je suis de Pleusévette dans le sud Finistère à la base. Et quand j'y étais, j'avais qu'une envie, c'était de partir, d'aller découvrir autre chose. Donc je suis parti à Paris, je suis parti un peu partout, au Maroc, en Suisse, aux États-Unis, etc. C'est mon ex-femme qui m'a fait revenir en Bretagne, parce qu'elle voulait revenir dans ses origines, à Brest. Et donc, et là, j'ai redécouvert d'où je venais et quel était vraiment ce qui me tenait à cœur. Et que j'étais bien, finalement, là. Si j'étais parti, c'est parce que je pensais que mes rêves, je ne pouvais pas les faire là. Et je trouve que cette période qu'on vit depuis le digital nous permet de faire nos rêves là où on a envie de les faire. Moi, c'est dans le Finistère parce que je suis finistérien, mais je pense qu'un Vendéen, il serait content de les faire en Vendée. Et l'important, c'est pas de savoir lequel des territoires, c'est de le faire en territoire. Et donc, j'ai créé une première entreprise, 10 ans trop tôt, avec un ami, un supermarché à domicile. Ça n'a pas marché, mais c'était déjà pour faire du service en local. J'ai créé une deuxième entreprise, ça a créé 250 emplois à Brest, à Guy Pava. Et je me suis dit, en fait, c'est possible de créer des leaders français, européens, depuis cette pointe où tout le monde n'arrête pas de dire qu'on est isolé, voire ravitaillé par les corbeaux. Et ben non, c'est devenu un territoire qui attire. Au nom du désenclavement. Et au nom du désenclavement, bien sûr. Et puis du plaisir de vivre là. C'est une très belle zone. Ça sera ravitaillé par des avions électriques bientôt. Exactement. Puisque vous parlez du département du Finistère, il y a également cette compagnie que vous avez rachetée, Finistère, avec un jeu de mots. Et là, vous proposez aujourd'hui en 18 minutes de faire quelque chose d'assez incroyable, c'est-à-dire Brest-Ouessant, avec demain de nouvelles ambitions pour cette petite compagnie de territoire. Oui, déjà j'ai racheté Finistère parce que je ne voulais pas que cette compagnie s'arrête. C'est quand même une des plus belles histoires aériennes françaises, parce que ça fait 40 ans que cette ligne existe. Au début, ils l'ont fait avec des tout petits avions. C'était des rallyes 4 places pour faire du Brest-Ouessant, au titre de la continuité territoriale. Donc j'ai voulu reprendre cette société d'abord pour ça. Et puis deuxième chose, dans la perspective de l'aviation électrique, je me suis dit, c'est un formidable laboratoire pour être la première ligne électrique en Europe en compagnie aérienne. 18 minutes de vol, c'est tout à fait compatible avec de l'électrique. Et on en prend plein les yeux en plus. On en prend plein les yeux parce que le spectacle est formidable. On en prend plein aussi avec le vent parce que souvent les conditions météo sont sportives et très sympathiques. Le fameux Ratsin. Voilà, exactement. Alors c'est mieux de passer par-dessus. Et du coup, l'ambition pour moi, c'est très simple, c'est de dire, je voudrais que Finistère soit pionnier sur l'électrique, pionnier sur la transformation des avions classiques en avions électriques ou hybrides, et puis qu'elle continue sa mission de désenclavement avec les îles bretonnes. Donc on va lancer du Vannes-Belle-Île, du Brest-Belle-Île, on va travailler sur Île-Dieu assez rapidement aussi.
Et quand le Covid aura terminé de nous empêcher de nous déplacer, on fera sans doute du Brest-Nantes pour rapprocher ces deux métropoles. Alors, il nous reste 5 minutes. Vraiment, donc, pratiquement questions-réponses très rapides. Allez, 45 secondes, questions et réponses comprises. Benoît. Charles, vous participez à la création d'un fonds épopée. On voit beaucoup d'initiatives comme celle-ci se développer sur notre territoire. Est-ce que vous avez le sentiment que le capitalisme français est en train de changer? Alors oui. D'abord, je pense que le capitalisme français, c'est un mot déjà qui est dur à dire. Il est très connoté. Moi, je préférais l'entrepreneuriat et l'investissement dans les entreprises. Nous, avec Ronan Lemoyle, avec qui on crée donc Épopée, on s'est associés tous les deux pour se dire on a envie que les entreprises restent sur nos territoires, que les centres de décision restent là et que les emplois se créent ici. Et si on veut réussir à faire ça, il faut flécher des capitaux pour permettre aux entreprises de grandir ici. On a énormément de dirigeants là, qui ont entre 50 et 60 ans qui se prennent sur la figure la crise du Covid, la transition digitale à laquelle ils n'ont pas été préparés, une transition écologique qu'ils ne savent pas comment appréhender, une transition RSE pas facile à gérer, une nouvelle génération de jeunes qui cherchent du sens. Et on se dit que c'est le moment de réinjecter de l'argent dans ces entreprises pour éviter que ces sociétés soient cédées à des tiers externes au territoire, mais que plutôt on essaye de flécher des leaders sur ces marchés-là, des entreprises qui peuvent rester sur le territoire, reconstituer leur équipe dirigeante, les agréger avec d'autres entreprises pour faire des leaders, des ETI, comme ont su le faire historiquement des Louis Le Duf, des Michel-Édouard Leclerc, etc. Et pour ça, on a besoin de capitaux. Mais les capitaux, ça n'est qu'un moyen au service d'une action qui est de transformer des entreprises. C'est pour ça que le fonds qu'on crée pour les PME s'appelle Épopée de Transition 1, parce qu'on se dit, le vrai enjeu, c'est de mettre les mains dans le cambouis, d'accompagner les dirigeants pour réussir ces transitions-là et passer à l'échelle et avoir des ETI sur le territoire. C'est pour ça qu'on crée Épopée et ça complète parfaitement pour moi l'ensemble des actions que je fais par ailleurs. Hélène. Le monde de l'aéronautique bouge et bouge très vite. Rassurez-moi, vous n'avez pas renoncé à aller sur la Lune? Ah non, ça c'est un très bel espoir. Moi, ça c'est plutôt Mars. Je me dis, si de mon vivant, réussir à embarquer avec Elon Musk ou un autre sur Mars, je crois que les billets sont déjà en vente. Donc ça pourrait être une belle expérience. Croire en ses rêves en tout cas. Jocelyn. Moi, je suis bluffé par ta vision et ta connaissance du secteur aéronautique que je ne connaissais pas, du coup, que je découvre. Et bravo. Je rêve vraiment d'une ligne aussi Rennes-Brest en électrique. Donc, pour aller plus vite à Brest. Ça a beaucoup de sens. Et pour aller plus vite à Brest et réciproquement. Donc, je te le souhaite. Et en tout cas, je suis convaincu par tout ce que tu entreprends. Et je me demande comment tu trouves toute l'énergie de faire tous ces projets, parce que c'est impressionnant. Donc, comment tu te ressources? Comment tu... Moi, j'ai la chance de ne pas dormir beaucoup. Je récupère très vite. Et après, j'ai des passions très simples. Je fais de la guitare. 10 minutes de guitare ou 15 minutes par jour, ça vide la tête. Je fais un peu d'avion aussi, ça c'est formidable. Pour ça, je fais du tennis. Et après, j'ai une très jolie famille. Et donc, ça ressource beaucoup. Voilà, en tout cas, merci. On arrive au terme de cette émission. Vous avez été l'un des créateurs de Dallo Voisin. Là aussi, il faut le dire, parce que plateforme d'échange et de services entre 3,6 millions de voisins en France. Bravo, ça c'était dans vos jeunes années. Alors, c'est pas si vieux que ça, c'est 2013 la création avec Édouard. En fait, Édouard était un de mes clients quand j'ai créé ma première société qui s'appelait AC3. Et c'est Édouard qui a eu l'idée. Et puis, du coup, on s'est associés pour créer la plateforme. Aventure incroyable. D'ailleurs, Ronan aussi nous a rejoints. La croissance est là. Le Covid, ça a encore pris plus de sens parce qu'on a encore plus besoin des autres. 3,5 millions de voisins, c'est presque 100 000 demandes par mois. Et surtout, c'est 2500 équivalents temps plein de gens qui travaillent et qui réussissent à avoir des prestations par ce biais-là. Bon, vous reviendrez parce que je voulais parler du West Web Festival parce que vous invitez de très grandes personnalités
tous les ans aux Vieilles Charrues et on croise les doigts pour ça aura lieu cette année dans d'autres conditions et on pense beaucoup à Jérôme Tréorel et à toutes ses équipes. Merci infiniment Charles Kabylik d'avoir été notre grand témoin de la semaine. D'autres Finistériens seront avec nous dans les prochaines semaines. Leur voix porte. Il s'agit de Jean-Guy Le Floch, le patron d'Armor Luxe, et puis également Jean-Marc Rouet, le patron de la Brittany Ferries, le Brexit et puis le redémarrage des activités de notre fleuron maritime. Merci en tout cas, merci à nos chroniqueurs Benoît, Hélène et Jocelyn. On aura grand plaisir à vous retrouver la semaine prochaine. Le Carrefour économique, vous le savez, c'est votre TVR BP Go Business Club. Encore merci à vous. Merci à tous, excellente semaine. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club. #la réussite est en vous.